Sur l'institutionnel bruxellois, le fonctionnement bruxellois. Je pense que c'est un sujet particulièrement important. Pourquoi? Parce que on doit quand même mettre les mots sur les choses et se dire qu'aujourd'hui Bruxelles ne fonctionne plus. L'institution, les institutions, parce qu'on en parlera certainement au cours de la soirée, mais il y en a un grand nombre, ne fonctionnent plus. Et je voulais à cet égard-là pas vous dire notre programme, pas vous dire notre projet, parce que je pense que si on veut faire évoluer les institutions bruxelloises, on va tous devoir, pour partie, aussi un peu sortir de notre carcan, de notre vision habituelle et oser regarder un peu plus loin. Mais peut-être simplement partager avec vous quelques considérations à ce sujet-là. Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les difficultés qu'on connaît à Bruxelles dans la gestion de la société ne sont pas que dues aux institutions. Le politique a du mal à faire avancer ses projets, les citoyens aussi, parce qu'il y a trop d'institutions, elles sont trop complexes, mais ce n'est pas qu'une question d'institution. C'est d'abord aussi une question de bonne volonté. Et je donne un exemple, à Bruxelles Environnement, aujourd'hui, une des plus grandes organismes d'intérêt public bruxellois, eh bien, il n'y a toujours pas de patron. Il n'y a pas de CEO nommé depuis maintenant un an et demi, je pense. Et ça n'est pas une question de mauvaise institution, c'est une question de bataille politique entre le PS et Écolo qui ne se mettent pas d'accord sur qui nommer à cette place. Et donc on voit que même si les institutions fonctionnent, il faut aussi un peu de bonne volonté pour arriver à du résultat. Il faut de la méthode. Il faut de la méthode aussi. Il ne suffit pas d'avoir des institutions lisibles, il faut aussi une méthode. Et ça, on a vraiment, avec les engagés, voulu l'amener, c'est-à-dire qu'on a évidemment un programme de 650 pages que vous pouvez aller consulter sur notre site web ou demander en version papier. Mais ce programme, on l'a aussi décliné dans un plan, une méthode à 10 ans pour relever Bruxelles, avec des objectifs chiffrés, où on explique quel levier on va actionner pour arriver à quel résultat. Et toute la méthode est chiffrée et étalée par étapes dans le temps. Et ce plan, vous pouvez le trouver, il est librement accessible sur notre site web bruxelles.lesengager.be. Donc je pense aussi que si on veut arriver à du résultat à Bruxelles, ce n'est pas que les institutions, c'est aussi une méthode. Et puis c'est aussi une posture. C'est aussi une posture, et ça chez les engagés on a voulu faire aussi, c'est de ne pas avoir uniquement des hommes et des femmes politiques de métier, mais d'essayer d'évoluer vers plus une posture de l'homme politique qui est une posture d'engagement pour un temps limité en politique. On a limité les mandats dans le temps dans notre mouvement, on essaye de travailler au décumul ici à Bruxelles, un seul salaire en Wallonie, même quand on cumule plusieurs fonctions. Donc c'est vraiment essayer de changer cette posture, d'avoir une plus grande perméabilité entre la société civile et la politique. Et vous le voyez, une tête de liste sur deux organisateurs de la soirée ici, et Alain et Benoît, ne sont pas du sérail politique et ont des vraies chances demain de rentrer au Parlement. Et donc voilà, un changement de posture aussi. Un autre élément que je voulais peut-être vous partager, c'est l'importance de l'identité bruxelloise. On ne va rien arriver à faire avec nos institutions si on n'assume pas, si francophones, flamands, mais aussi belges de toutes origines à Bruxelles, n'assument pas une partie de notre identité bruxelloise et n'est pas prêt à faire transpirer cette identité bruxelloise dans nos institutions. De ne plus se considérer uniquement comme francophone ou comme flamand ou comme belge, mais aussi comme volontairement et résolument bruxellois. Et ça, je pense qu'il y a une vraie identité bruxelloise qui est née du fait de cette mixité de culture, de cette population parfois de passage dans les institutions, etc. Ce brassage-là a créé une identité bruxelloise qui petit à petit maintenant doit s'affirmer dans nos institutions. Et puis, je dirais aussi qu'il ne suffit pas de créer des institutions, mais il faut aussi les faire fonctionner. L'exemple type aujourd'hui dont tout le monde parle quand on parle du dysfonctionnement de Bruxelles, c'est évidemment le carrefour Léonard, où on est arrivé à avoir un carrefour essentiel, sans doute le plus stratégique, un des plus stratégiques du pays, qui est bloqué et qui donc handicape fortement Bruxelles et durablement pour les mois à venir. Ce n'est pas faute d'avoir créé une institution qui aurait dû gérer ce genre de sujet par la communauté métropolitaine qu'on a inscrit dans la 6e réforme de l'État, qui était d'ailleurs une victoire du CDH de l'époque. Eh bien, cette disposition, communauté métropolitaine, qui visait en fait pas à créer une institution de plus, mais plutôt à créer la concertation sur tous les sujets qui touchent à l'interland économique de Bruxelles, eh bien, elle n'a tout simplement pas été mise en œuvre depuis cette victoire politique, mais qui n'a pas été mise en œuvre, il faut le dire, par beaucoup de freins à main d'une série de partis flamands.
Mais donc, attention à ce que les choses ne se résument pas à des textes de loi. Après, il faut faire vivre les choses et les implémenter vraiment aussi, sinon ça reste des beaux débats qu'on peut avoir ici, mais qui n'auront pas d'effet sur le terrain. Voilà, je terminerai peut-être simplement par dire que, moi je dis souvent dans les débats que, quand on parle d'économie, je dis, nous on ne parle pas d'entrepreneuriat chez les engagés, mais on est des entrepreneurs. Et on est beaucoup d'entre nous sur nos listes, j'en suis, mais il y en a d'autres, regardez Yvan Broustrat, Medimarket, mais ici, tant Benoît qu'Alain ont une activité d'indépendants, d'entrepreneurs dans leur vie précédente. Eh bien, c'est cette posture-là que moi je veux prendre aussi par rapport à nos institutions et par rapport à certains imbroglios politiques. C'est de se dire qu'on doit pouvoir avoir de l'audace, penser différemment, oser dire parfois aussi qu'on s'est trompé pour pouvoir faire évoluer nos institutions. Parce que ce débat est tellement difficile à Bruxelles. Dès que vous parlez de modifier les limites communales, certains s'insurgent. Dès que vous parlez de fusionner ceci ou cela, il y a des freins partout. Eh bien, on doit avoir une attitude d'entrepreneur, rechercher l'efficacité, rechercher la légitimité. Et si pour ça, on doit parfois un peu revenir sur ce qui nous a toujours animés jusqu'ici, parce que les faits nous montrent l'inverse, eh bien, on doit oser prendre ce chemin-là. C'est en tout cas cette dynamique-là que j'aimerais imprimer à Bruxelles dans les années qui viennent au sein des engagés. Et donc, j'ai envie de dire ce soir, soyons innovants, soyons créatifs dans nos discussions et osons penser out of the box, comme on dit, pour résoudre cette difficulté des institutions bruxelloises. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe. Je vais peut-être demander d'abord à Laurence Vanni-Posel de venir me rejoindre. Après ça, je vous présenterai les autres orateurs. Laurence Vanni-Posel est professeure à l'UCL, elle est historienne, et je trouvais que c'était intéressant de faire un petit rappel historique du passé de Bruxelles, de la manière dont elle a été gouvernée dans les années à venir. Excusez-moi. Et de la renommée que Bruxelles a fait de la Belgique. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, en quelques mots, on m'a dit 10 minutes, donc s'il y a des choses qui vont un peu trop vite, on pourra poser des questions plus tard. Mais d'abord, avec l'indépendance du pays en 1830 et puis la monarchie en 1831, à partir de ce moment-là, la Belgique, Bruxelles est la capitale du royaume de la Belgique. C'est un royaume centralisé, c'est un État central, purement libéral type 19e siècle, entendons-nous bien, hein, c'est-à-dire un État complètement minimaliste qui ne doit pas gérer directement l'économie, encore moins le social. Donc ça, c'est la situation. Mais c'est un État centralisé qui va accueillir les institutions nationales, mais aussi toute une série de banques et d'entreprises. Donc beaucoup d'institutions vont arriver sur Bruxelles. Hein. Si on prend la banque fondée par Nagel Makers à Liège, 2 ans plus tard, elle est à Bruxelles. Hein. Donc les chemins de fer aussi partent tous de Bruxelles. Hein. On est en pleine révolution industrielle. Et donc on voit bien que c'est le centre d'un État central. Dès le début, hein, la Wallonie, à cette époque-là, elle est industrialisée, extrêmement riche, alors pas tout le monde évidemment, hein, mais la Wallonie est riche sur le dos des travailleurs, on est bien d'accord, et dès ce moment-là, elle se méfie de Bruxelles, tous les tenants du pouvoir parlent le français. Hein. Donc quand je parle de flamand, ce sont des francophones. Elle se méfie de leurs collègues flamands francophones, qui gèrent l'État avec eux et qui trouvent que, eh bien, on tire un petit peu trop les finances vers la Flandre pour relever la Flandre quand c'est nécessaire. Bon, ça n'a rien à voir avec les transferts d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais déjà, ça c'est... Parce que Bruxelles sera toujours la mal-aimée, hein, la mal-aimée, un peu partout. Et donc, la méfiance de la Wallonie vis-à-vis de Bruxelles, elle ne date pas d'hier. Avec la montée très 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 précoce du mouvement flamand, au sein de la Belgique, hein, le manifeste du mouvement flamand c'est 1847 déjà, mais qui n'est pas anti-belge du tout, mais qui revendique l'égalité des langues, donc un certain bilinguisme. Les premiers à s'effrayer, ce sont les fonctionnaires bruxellois, immédiatement suivis par les Wallons, qui ne veulent absolument pas d'un bilinguisme. Et ils se sentent menacés par ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'en 1912, eh bien, Jules d'Estrées écrit sa lettre au roi, « Sire, il n'y a pas de Belges ». Et il propose une séparation administrative du pays, avec d'un côté la Flandre, de l'autre côté la Wallonie.
Ça, on évite. Les Wallons, ben, ils apprennent déjà le français parce que quand même, beaucoup parlent le wallon. La langue natale, c'est le wallon. Et donc, apprendre en plus une autre langue, c'était un peu beaucoup leur demander selon eux. Vient la Première Guerre mondiale et puis la Seconde. Ça va être un choc parce que, d'une part, l'occupant allemand va, dès 14-18, opter pour une Flammenpolitik, donc diviser pour mieux régner, hein, et utiliser le conflit linguistique pour creuser les différences entre les Belges, et ils vont offrir sur un plateau d'argent ce que demandent les activistes, qui sont une minorité. Et ceux-là vont devenir anti-belges. C'est une toute petite minorité du mouvement flamand, mais très très active, qui va, si on prend le vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale, collaborer avec le gouverneur général von Bissing et obtenir la séparation de, on ne parle pas de Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Et la Flandre estime que sa capitale c'est Bruxelles, avec le Raad van Vlaanderen qui va collaborer activement avec l'occupant et les ministères wallons à Namur. L'occupant, autre chose, ne veut pas de cet émiettement en 19 communes. C'est n'importe quoi ça pour eux. Ils veulent un gros Bruxelles. Et dès 14-18, ils ne daigneront discuter que avec le bourgmestre Adolphe Max, qui est le bourgmestre de Bruxelles-Ville, et qui est le primus inter pares, parce que les autres ne veulent pas du tout qu'il y ait un gros Bruxelles, et Bruxelles n'a jamais voulu ça, et donc ils vont discuter plus ou moins bien entre eux, essayer de se coordonner, mais l'occupant ne s'adresse pas aux autres. Il s'adresse uniquement à Adolphe Max, qui est mis en prison assez rapidement, mais à ses successeurs, Camille Lemonnier et Louis Steens. Deuxième Guerre mondiale, on refait la même chose. De nouveau, Flammenpolitik, de nouveau, Grosse Bruxelles, et de nouveau, les Bruxellois qui disent, ben non, tout ce que l'occupant a essayé de nous imposer, d'abord, c'est pas dans notre nature, parce que les Belges, pas seulement les Bruxellois, les Belges ont une identité toujours ancrée extrêmement localement. Hein, c'est la commune, c'est le village, et à Bruxelles, ben, on le voit bien. On n'est pas de Bruxelles-Ville comme on est de Woluwe-Saint-Pierre ou comme on est de Molenbeek. C'est pas la même chose. Et donc, voilà, on n'en veut pas. En plus, c'est l'occupant qui nous l'a imposé. Donc on en veut encore moins, bien entendu. Il se fait que le conflit linguistique se poursuit. Dès l'entre-deux-guerres, on a déjà les premières lois de territorialité de la langue, mais c'est en 1962-63 qu'on fixe la frontière linguistique. Ensuite, on a la première réforme de l'État. On commence à quitter cet État centralisé. Il y a une première réforme de l'État en 1970 qui crée 3 communautés. Vous les connaissez, hein, communauté flamande, communauté francophone, communauté germanophone. Il faut attendre un peu moins de 10 ans pour qu'on crée 2 régions. 2. La Wallonie et la Flandre. Et on met Bruxelles en frigo. 1980. Et 88-89, enfin, on crée la région bruxelloise, avec ses propres compétences. Et donc, on arrive dans une situation qui est assez compliquée, puisque les géographies ne se mettent pas. Les autres réformes de l'État vont donner de plus en plus de compétences aux communautés et aux régions. Les régions vont pouvoir lever des taxes, mais on ne touche pas au système d'impôt. Ce qui est défavorable, évidemment, à Bruxelles, parce que les impôts se payent là où on habite. Donc Bruxelles crée énormément de richesses, mais qui reviennent pas nécessairement à Bruxelles, qui reviennent là où les gens habitent. Et donc ça fait un manque à gagner qui me semble assez évident. Et donc qu'est-ce qu'on veut pour Bruxelles, hein, pour ne pas faire trop long, dire une identité. C'est la capitale d'un pays, c'est clair, ça l'est depuis le début du pays. C'est devenu la capitale de l'Europe. C'est aussi, mais là je dois avouer que je suis un peu plus mal à l'aise, la capitale de la Flandre. Pourquoi je suis mal à l'aise? Parce que la Flandre a mis sa capitale en dehors de sa région, dans sa communauté, mais en dehors de sa région. Donc
Les deux ne se mettent pas l'un sur l'autre. Et vouloir une identité propre, eh bien, c'est quelque chose à valoriser, sans doute, à créer aussi. Moi, je suis une fan de la Zinneke Parade. Je trouve que ça, c'est vraiment Bruxelles. Hein, un melting pot de plein de langues, plein d'origines différentes. Et on voit que dans certains quartiers, eh bien, ça marche super bien, tant qu'il n'y a que des minorités. Et c'est ça qui est... Tant que les minorités s'équilibrent les unes les autres, eh bien, je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà pour le petit... Je ne sais pas si j'ai été trop long. Non, c'est pas Alors, avant de vous présenter les autres orateurs, de demander de venir ici commencer à vraiment débattre, vous avez peut-être envie de savoir mais pourquoi un débat aujourd'hui sur l'identité bruxelloise. Et pourquoi allons-nous parler de l'avenir, vous pouvez entrer, et l'avenir aussi. Peut-être parce qu'à la fin de la prochaine législature, Bruxelles fêtera ses 40 ans. Peut-être également, avec un peu de chance, qu'elle accueillera ou qu'elle sera la capitale culturelle de l'Europe en 2030. Un an après, on fêtera le bicentenaire de la Belgique, avec la Belgique qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est en constante évolution, et donc Bruxelles, on ne sait pas où elle sera dans cette constante évolution. Peut-être également parce qu'on a le sentiment qu'au fond, nos institutions ne représentent plus vraiment la population actuelle bruxelloise. Alors qu'aujourd'hui, Bruxelles est au fond, est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, mais Bruxelles est encore et toujours organisée en fonction des deux communautés dont vous avez parlé là tout à l'heure, une flamande et une néerlandophone. Et pour gérer tout ça, est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'il est indispensable d'avoir une région, un ministre-président avec le plus gros cabinet ministériel d'Europe ou à peu de choses près, 4 ministres, 3 secrétaires d'État, 89 députés, 19 communes, autant d'échevins, je n'ai pas réussi à les calculer, un ministre que j'accueille ici des affaires bruxelloises au sein d'un autre gouvernement, une communauté métropolitaine dont Christophe a parlé, mais qui est mise au frigo, comme Bruxelles a été mis au frigo pendant très longtemps. Alors, est-ce que la gestion de Bruxelles devrait peut-être plus se rapprocher de l'équipe qu'on a mis en place pour Bruxelles 2030, donc pour la capitale, qui sera peut-être la capitale culturelle, qui est composée de Jan Goossens et de Fatima Zebou. Est-ce qu'ils représentent plus, aujourd'hui, la population bruxelloise? On va en parler tout à l'heure. Et je crois qu'on doit aussi se demander, est-ce que toutes ces institutions sont faites pour fonctionner ensemble? Est-ce qu'elles se coordonnent correctement? Et surtout, est-ce qu'elles prennent en considération la dimension multiculturelle de Bruxelles? Et c'est pourquoi j'ai fait cette conférence, j'ai le plaisir de vous présenter en premier lieu. Je vais demander à tous les cas de bien vouloir venir. Benjamin Dahl, 5, Benjamin Dahl. Qui va apparaître et Laurent. Alors, Benjamin Dahl, hij heeft ondanks zijn wel jonge leeftijd een grote ervaring op het gebied van institutioneel. En hij is momenteel, zoals ik het juist gezegd heb, minister van de Brusselse Zaken in de Vlaamse regering. Alain Deneer, qui est là, c'est un spécialiste de la gestion urbaine. Il est aujourd'hui candidat à la 5e place pour les engagés à la région. Je voulais dire que si j'ai demandé à Benjamin Dahl de venir, c'est parce que les engagés et les CDNV ont décidé de collaborer ensemble. J'ai eu cette idée quand j'ai vu un article dans les Livre Belgique avec nos deux présidents respectifs qui ont fait une pleine page, et une double page même, et qui montraient leur vision commune. Alors peut-être qu'ici on ne sera pas d'accord sur tout, on verra,
mais je crois que si on ne discute pas, et on est des gens de dialogue, on n'arrivera à rien. Philippe, pour revenir à Alain, avant d'être candidat, il a été entrepreneur, donc il a aussi une expérience différente. Ce n'est pas un politique professionnel, ni comme moi, ni comme Christophe. Philippe Van Parijs, il pourrait être politicien parce qu'il brasse tellement de choses qu'au fond, il fait de la politique sans être élu, sans être candidat. C'est un philosophe, un philosophe, un économiste, un linguiste, et il a surtout une vision assez intéressante de Bruxelles. Je pourrais dire la même chose de Laurent Blais, il est également, il a été entrepreneur, il a été coach, il a été consultant, il a une réflexion très intéressante pendant 6-7 mois sur Bruxelles. Il a créé le I Am Brussels, où j'ai eu le plaisir d'aller écouter à sa conférence de clôture son point de vue, qui était très intéressant et dont il va très probablement nous parler aujourd'hui. Alors ma première question, c'est simplement, je vais vous dire, je ne sais pas qui a envie de commencer, mais qu'est-ce pour vous l'identité bruxelloise? Peut-être commencer par Benjamin? Oui, bonsoir tout le monde et merci beaucoup aussi de nous accueillir ici ensemble. C'est vrai qu'on a à Bruxelles un projet ensemble avec une liste fédérale désengagée avec 2 candidats CD&V. Un candidat est là, c'est Renaud Verkamps, peut-être Renaud, tu dois te lever. Il y a aussi Mathilde Vermeer et moi je suis très content d'être ici parmi vous parce que je trouve que comme bruxellois, je suis d'abord bruxellois, si on parle d'identité, mais je suis aussi membre du gouvernement flamand. Donc pour moi, l'identité bruxelloise, c'est toujours une identité multiple et une identité qui est différente pour chaque individu, pour chaque personne à Bruxelles. Moi, je viens de la Flandre occidentale, je suis né à Bruges, j'ai vécu à Damme, vous connaissez sans doute la petite ville entre Bruges et Knokke. Jacques Brel a beaucoup parlé de la campagne en Flandre, c'était surtout de Damme qu'il parlait, et de Damsevaart, pour ceux qui connaissent. Donc je me sens encore flamand occidental, je me sens encore flamand, je me sens très bruxellois aussi, je me sens belge, et je viens de clôturer un conseil de l'Union européenne pour la jeunesse et les médias. Ce sont des compétences que j'ai au sein du gouvernement flamand. Et je me sens aussi très européen et un peu citoyen du monde aussi. Ça, c'est mon identité bruxelloise. Et pour tout le monde a une telle histoire, avec très souvent, évidemment, des racines étrangères. On le sait qu'à peu près 3/4 des Bruxellois a des origines migratoires. Et ce sont des personnes qui sont très, très souvent bruxellois aussi, mais peut-être aussi encore un peu marocains, turcs, espagnols ou autres. Donc pour moi, cette identité bruxelloise, c'est une identité multiple qui est propre à chaque personne. De l'autre part, on a évidemment aussi quelque chose qu'on partage. C'est d'abord l'endroit où on vit. Et quand je pars de Bruxelles à Bruges, par exemple, ou même en Wallonie, je dis parfois, c'est peut-être un peu une petite provocation, qu'on part à un autre pays. Ce n'est pas pour dire que la Belgique n'existe pas, mais c'est parce que vivre à Bruxelles, c'est très différent que vivre à Bruges, par exemple, ou je pense aussi à Namur. Par ailleurs, mon avant-grand-mère, elle était namuroise. Ma grand-mère, de côté de ma maman, on l'appelait Bonne Maman, elle a grandi à la Plante à Namur. Et donc, aller à Namur ou aller à Bruges, c'est très différent qu'ici. Un autre élément, et là je termine parce que je suis déjà un peu long, c'est l'aspect des langues. Et j'étais avec Philippe Van Parijs la semaine passée pour la présentation de la 5e Taalbaromètre, le baromètre des langues, Taalbaromètre, où on parle de la multitude des langues. Ça, c'est aussi quelque chose qui est typique pour Bruxelles. On est une ville extrêmement multilingue, avec des centaines de langues parlées, mais aussi la capitale bilingue de la Belgique, de l'Europe. Et aussi, et là je ne partage pas vraiment votre avis, je trouve ça très normal, que Bruxelles, c'est aussi la capitale de la Flandre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des deux. Parce que pour moi, Bruxelles n'est pas une île, on est fortement lié à la Wallonie et à la Flandre, et je trouve ça un grand atout qu'on est la capitale des deux communautés de la Belgique. Voilà. Merci.
que vous ne voulez pas répondre là-dessus? Non, c'est un avis différent. Non, simplement, quand on voit la Wallonie enfin, les francophones en général sont quand même assez divisés entre d'un côté la Wallonie et les francophones de Bruxelles. On a essayé un temps d'avoir, parce que les Flamands ont tout fusionné, nous pas. Et on a essayé d'avoir pendant quelque temps un ministre-président pour à la fois la région wallonne et la communauté française de Belgique. Ça n'a pas duré. Et effectivement, il y a une méfiance parfois. Bon, moi je peux dire très sincèrement, je ne suis pas politique ni rien du tout, donc certainement pas politiquement correct, mais moi je suis une Franskioen, je suis aussi immigré, je suis né à Leuven, et j'ai dû partir à Bruxelles, et ça m'a fait un peu de peine, on va dire, parce que j'aimais bien vivre en Flandre, mais je ne suis pas la seule, donc il y a une terreur d'être lâché par les Wallons, parce que la Wallonie ne s'est jamais glorifiée du miracle de l'UCL à Louvain-la-Neuve. Si le Brabant wallon est si riche, l'UCL, il y a quand même pour un petit quelque chose, pas seul, mais pour un petit quelque chose. Ça n'a jamais été dans le narratif cocorico de la Wallonie, jamais. Et donc il y a toujours cette peur chez moi que le monde francophone n'est pas uni, et en tant que francophone bruxellois, eh bien, on n'est pas nécessairement soutenu. En tous les cas, c'est une peur qui s'enracine très loin. Et donc, elle est peut-être pathologique, je n'en disconviens pas. Mais elle est là. Et c'est pour ça que je dis, moi, l'identité que j'aime, c'est l'identité Zinneke, parce que là, je m'y retrouve complètement. Je suis moi-même une Zinneke. Et donc, voilà, c'est pour ça. Et de dire, si la Flandre, la région flamande avait choisi une autre capitale, et comme Namur, et puis que les deux communautés avaient choisi Bruxelles, là j'aurais été bien. Mais ce n'est pas le cas. Pour la fédération, on a dit Bruxelles, c'est le cas. On va reparler des institutions le plus tard. Non, mais t'as dit qu'en France, il n'y en a qu'une seule. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est simplement ça. Mais nous, on n'a jamais voulu choisir Anvers. Là, on aurait été très bien. Je crois que j'ai vu Laurent Olivier hocher de la tête qui a beaucoup travaillé sur le sujet aussi. Je ne sais pas très bien ce que tu voulais dire. Voilà. Je suis ravi d'être là aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais vous demander, à vous dans la salle, qui d'entre vous se sent bruxelloise ou bruxellois? Qui habite en région bruxelloise parmi vous? Alors, je pense que nous avons tous une identité différente autour de Bruxelles, mais il y a une chose que nous avons en commun. Nous sommes des citoyens de deuxième zone dans ce pays. Nous sommes des citoyens de deuxième zone. Pourquoi? Parce que nous payons plus de taxes que la plupart des autres habitants de ce pays, pour des services qui sont nettement moins bons. Je peux prendre un exemple, il y a eu un plan de relance parce que nous avons vécu une situation terrible au moment du Covid. Les institutions, à ce moment-là, au niveau européen, ont décidé qu'il fallait réinvestir dans l'infrastructure, en particulier dans le soin, etc. Par habitant, quelle région de Belgique a été notablement moins bien servie sur le plan de relance? Bruxelles. Pourquoi? Parce que nous, Bruxellois, nous ne sommes pas pleinement en capacité de prendre notre destin en main dans cette ville. Vous allez à Anvers, la transformation d'Anvers, c'est formidable. Vous allez à Gand, vous allez même à Namur, il y a plein de bonnes choses qui ont été faites. À Bruxelles, il y a tellement de choses sur lesquelles nous ne décidons pas qu'il y a tellement de décideurs différents. Je vous disais, il y a 1000, rien que sur la région bruxelloise, il y a 1000 responsables différents. Nous ne pouvons pas décider comme ça. Et quelle est la réalité aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous avons vu dans Ian Brussels? C'est que nous payons, nous contribuables bruxellois, plus d'impôts que si nous habitions en Flandre ou en Wallonie, pour une qualité de service, de propreté, de sécurité, etc., qui est beaucoup plus basse. Et donc, qu'est-ce que nous avons en commun en tant
le cœur de notre identité, c'est qu'en fait, nous sommes frustrés du fonctionnement de notre vie, très fortement. Et c'est ça qui ressortait dans les études qu'on a faites. Ce que nous avons en commun, quel que soit le quartier dans lequel nous habitons, quelle que soit notre origine, tous les pays différents, etc., nous adorons cette multiculturalité. Et c'est celle-là que nous avons en commun, la multitude. Mais nous vivons ensemble dans un espace qui n'est pas sûr. Il y a des fusillades toutes les semaines, qui n'est pas propre, et nous sommes frustrés de ça. Donc malheureusement, aujourd'hui, notre identité multiple bruxelloise, elle est très centrée sur un sentiment d'insatisfaction. Bravo Laurent. Compliqué de rebondir là-dessus. Philippe, avant de laisser la parole à Alain, je crois que vous l'avez vu aussi assez intéressant. Bon, alors, donc on s'est vu coller comme question, c'est quoi selon vous l'identité bruxelloise? Alors moi, première réaction, évidemment, je vais aller voir dans la bibliothèque ce qu'il pourrait y avoir sur l'identité. J'ai trouvé un livre, ça s'appelle Overidentiteit. Overidentiteit. Bon, ça doit être pertinent. Quelqu'un connaît l'auteur dans la salle? Je vais parler plus fort. Plus fort, ok. Non. Alors, donc j'ai trouvé un bouquin dans ma bibliothèque et ça s'appelle Overidentiteit. Qui dit ça doit être pertinent. L'auteur s'appelle Bart de Wever. Alors, sans difficulté, j'ai trouvé, parce que j'avais quelques notes là-bas, à la fin du livre, j'ai trouvé le passage le plus directement pertinent. Bart de Wever a de bonne lecture, donc il a lu, entre autres, un des classiques du nationalisme par Anthony Smith de LLC, Nations and Nationalism in the Global Era. Et voilà comment il résume la position de Smith, Adam Smith, Anthony Smith, qui reprend son nom. Je peux lire en néerlandais? Oui, geen probleem. Nee, mais ça marche toujours pas. Bon, maintenant, encore plus fort en néerlandais qu'en français. Alors, voilà. Donc, comme maintenant il est bilingue, donc on peut y aller en néerlandais. Tout à l'heure, il faut que ça ne super bien. Je peux vous proposer d'avancer un peu vers nous, comme ça vous devrez parler moins fort, parce que vous êtes un peu plus loin que la salle, et comme ça on vous entendra très bien. Je n'ai pas je pense que ma voix est tellement plus faible que... Oui, il n'y a pas de problème. Et il ne fonctionne pas. Tout à l'heure, ça marchait bien, et maintenant, ça ne marche plus. Bien, alors, je recommence. Smith formuleerde aldus helder objectieve voorwaarden waaraan een gemeenschap moet voldoen om een identiteit te ontwikkelen. 4 conditions. Een naam, een perceptie van gedeeld verleden, een territorium en een dynamisch cultureel référentiekader. Bon, alors, est-ce que Bruxelles pourrait satisfaire à ces conditions? Un naam, oui, c'est mal parti. Hein, il y a Vlaanderen, il y a la Wallonie, mais déjà ici on a 2 noms, Bruxelles, Bruxelles. Pire encore, Bruxelles, Bruxelles, c'est pas seulement la région, c'est aussi la ville de Bruxelles. Alors, bon, espérons que ça aille mieux pour les autres critères. Een perceptie van gedeeld verleden. Gedeeld verleden. Bon, en 2000, il y avait à Bruxelles 52% de belgo-belges, de gens de Bruxellois qui n'avaient pas une origine étrangère. Bon, en 2020, il n'y en avait déjà plus que 25%, peut-être 52%, et maintenant, 2023, il n'y a plus que 23% de belgo-belges. Qui sont les belgo-belges ici? Qui n'a aucun de ses parents nés à l'étranger? Ceux-là, lèvent la main. Ok. Bon, alors ceux qui lèvent la main maintenant sont dans la grande majorité de notre pays, donc en matière, pas de notre pays, de notre ville, de notre région, plus exactement. Et donc, gedeeld verleden, bon, oublions. Donc, pas très bon non plus. Un territoire, bon, là, le territoire, on l'a, hein, les limites ont été fixées après 2 grandes manifestations flamandes à Bruxelles au début des années 60. Hein, donc, on sait quelle est la limite du territoire. Seulement, la dynamique urbaine ne comprend pas ces limites. Et bien sûr, si vous allez
de Haarlem ou de Neder-Overeenbeek ou de Evere dans la direction de Vilvoorde, vous ne verrez pas la différence. Et en fait, maintenant, pour regarder la composition des classes à Vilvoorde, pour regarder la composition de la population, c'est Bruxelles. Hein. Donc, il y a une notion géographique, économique de Bruxelles qui est différente de la notion administrative. Et en fait, bon, quand on a eu un taalbaromètre pour le Vlaamse-Rand récemment, et la première langue, la langue la connue par la plus grande partie de la population, dans le Vlaamse-Rand, les 19 communes flamandes autour de Bruxelles, c'est le français. Donc, l'idée, donc on a un territoire, oui, il y a un territoire net qui est le territoire de la région, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont dû sortir, de Bruxellois qui sont sortis de ce territoire parce que ça coûte moins cher d'aller habiter à Dilbeek ou d'aller habiter à Lennik, etc., ou à Vilvoorde, mais qui se sentent encore plus bruxellois que la plupart des Bruxellois. Bon, donc, territoire, on a aussi un problème. Alors, un culturel référentiekader. Bon, effectivement, avec Benjamin, nous étions présents lors de ce très intéressant taalbaromètre, et je veux ici aussi, devant vous, rendre hommage à la communauté flamande, et en particulier à son ministre responsable, d'avoir financé depuis le second taalbaromètre qui date de 2006, régulièrement, cette enquête intègre, compétente sur la situation linguistique à Bruxelles. Et je me félicite d'autant plus que les nouvelles, bien sûr, pour le néerlandais, au fil du temps, n'ont pas toujours été excellentes. Hein, mais avoir des chercheurs qui font du bon travail là-dessus, chercheurs de la VUB, de manière intègre, c'est vraiment très important. Et ça contribue aussi à pacifier les relations entre communautés linguistiques à Bruxelles, plutôt que de faire appel à des données effectives. Bon, donc je clôture cette petite liste donc, en disant effectivement, une communauté culturelle, qu'est-ce que c'est, donc ceux qui ont le français et le français seulement, donc pas en combinaison avec le lingala, l'arabe, etc., comme langue parentale, comme langue parlée à la maison, c'est maintenant 40% de la population bruxelloise. 40%. Alors, et ceux qui ont le néerlandais, comme et le néerlandais seul, c'est 7,5% aujourd'hui, c'est un peu remonté du reste depuis le dernier taalbaromètre. Donc, culture commune, où va-t-on pouvoir la trouver? 15% de la population bruxelloise ne peuvent parler ni le français ni le néerlandais. Donc, culture commune, on ne l'a pas non plus. Mais attention, Bart de Wever va nous sauver. Parce qu'il continue et dit, maar door de subjectieve voorwaarden die daarbij komt, blijft identiteit finaal een kwestie van identificatie. Ik continue, want stel u op basis van de objectieve voorwaarden de vraag, bent u Vlaming of bent u Belg? Ook België heeft een naam, een perceptie van gemeenschappelijk verleden, een territorium en een soort van cultureel referentiekader. Dus wat is het nu? Een individu kan op basis van dezelfde objectieve voorwaarden een keuze maken om zichzelf als lid te beschouwen van verschillende identiteitsgemeenschappen. Dat individu kan zich een Vlaming of een Belg noemen, of allebei, of geen van beide. Is dat problematisch? Nee. Il continue donc en disant que, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, nous avons tous une identité multiple. Ça peut être une identité politique qui est étagée, depuis notre commune, voire notre quartier, jusqu'à l'Union européenne ou au-delà. Et donc, l'identité, c'est avant tout, finalement, ces différentes conditions objectives ne sont qu'indicatives. Finalement, c'est une question d'identification. Alors, est-ce qu'il y a une identification à Bruxelles? Le taalbaromètre de nouveau, mais on n'a pas encore le résultat pour le dernier, interroger aussi les Bruxellois pour savoir ce qu'ils se considéraient en premier lieu, donc européens, belges, flamands, wallons, bruxellois, habitants de leur commune, néerlandophones, francophones, donc toutes ces identités étaient des possibilités. Pour les identités flamandes, wallonnes, francophones, néerlandophones, on n'atteignait pas les 2%, aucune citée en premier lieu ou en deuxième lieu. Par contre, l'identification avec la commune et l'identification avec Bruxelles, on était du côté des 60%, en concurrence avec Belges, Européens, etc. Donc c'est une question d'identification. Alors cette identification, elle est présente, on peut la révéler de cette manière-là, mais le degré auquel il y a une identification pour une part de la population bruxelloise, c'est une question de degré qui peut être manifestée aussi pour vous, dans le fait d'être
fiers de ce qui se fait à Bruxelles, hein, ou de ce qu'ont fait dans le passé certaines personnes à Bruxelles. Hein. C'est bizarre d'être fier de choses que nous n'avons pas fait, être honteux de certaines choses qui se font à Bruxelles ou ne se font pas à Bruxelles, se sentir vexé au moment où on se moque de Bruxelles. Hein, tout ça, c'est des manières d'identifier, hein, de saisir le degré auquel on s'identifie à Bruxelles. Et bien sûr, en ce sens-là, cette identité s'est renforcée au fil du temps. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Et sur ce point-là, je suis pleinement d'accord avec Bardewevre, parce qu'on a besoin d'une identification avec l'entité politique, avec la communauté politique à laquelle on appartient. Et bien sûr, à mesure que la région bruxelloise, comme l'a indiqué Laurence tout à l'heure, a acquis plus de pouvoir, ben, l'entité politique a une très grande importance pour nous, une importance sans cesse croissante, c'est la région bruxelloise. C'est important qu'on s'identifie avec cette communauté politique, parce qu'une forme de patriotisme est nécessaire à tous les niveaux. Hein. Un patriotisme qui n'a pas besoin d'être un nationalisme, hein, de déclarer une supériorité quelconque, nous Bruxellois nous sommes meilleurs que les autres, non, mais il faut que les responsables bruxellois puissent dire aux Bruxellois ce que Kennedy disait aux Américains, hein, ne demandez pas seulement ce que Bruxelles peut faire pour vous, mais demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour Bruxelles. Ce patriotisme est important, mais aussi la solidarité entre les personnes qui partagent un même espace, hein, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur religion, etc. On a besoin de cette solidarité depuis le niveau de la rue jusqu'au niveau de l'ensemble de la région. Donc c'est important et ça se renforce graduellement. Et le message à faire passer par les autorités, c'est que, dans les limites quelque peu arbitraires de cette région, nous formons une communauté de destin. Hein. Et cette communauté de destin, on peut la transformer constamment en communauté de projet, mais un projet qui doit respecter toute la diversité qui est présente à Bruxelles. Hein. Donc, Destré, cité par Laurence tout à l'heure, disait déjà, les Bruxellois, c'est les moins intéressants de tous, c'est un mélange des deux races qui a cumulé les défauts sans en avoir les qualités. Hein. C'est un agglomérat de métis, il appelait ça. Jan Jambon, peut-être de manière encore plus justifiée, dans une interview au Morgan il y a quelques années, il disait Brussel, dat is geen volk, dat is een versnippering van alles en nog wat. Ja, dat is een versnippering van alles en nog wat. Mais c'est la Zinneke, l'identité Zinneke dont on parlait tout à l'heure. Et donc ce qui est vraiment important pour les autorités bruxelloises, c'est de dire ça. Bon, le bruxellois typique, c'est pas celui qui se trouve dans la salle aujourd'hui. Le bruxellois typique, c'est un Marocain. Hein, il y a plus de personnes d'origine marocaine à Bruxelles qu'il n'y a de personnes d'origine wallonne ou d'origine flamande. C'est une situation qui ne fera que s'accentuer, et c'est avec ça qu'il faut vivre, c'est avec cette communauté-là, cette population-là qu'il faut former et reformer sans cesse un peuple, hein, quelque chose comme un peuple bruxellois. Voilà, j'ai été certainement un peu trop long, mais... Je reste à Alain qui aime bien travailler là-dessus quand il a créé les États généraux de Bruxelles, de nous donner son avis sur l'identité bruxelloise. Oui, merci Benoît. Alors effectivement, je repensais à ces États généraux d'il y a 15 ans, que j'ai menés avec Philippe, avec Alain Maskens, qui est dans la salle et quelques autres. À l'époque, ça a été salué comme la prise de conscience d'une identité bruxelloise. Et ça a vraiment marqué les esprits. Mais c'était essentiellement une grande poignée de main fraternelle entre Bruxellois francophones et Bruxellois néerlandophones. À l'époque, ces deux catégories-là ne représentaient même plus tout à fait 50% de la population. Mais on aurait dit qu'on ne s'en rendait pas vraiment compte. Et à la fin des États généraux, des gens nous ont dit « mais c'est formidable ce que vous avez fait », mais qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'Européens autour de la table dans vos débats, 2000 personnes, 16 débats, pas beaucoup d'Européens et encore moins de gens issus de l'immigration. Et c'était vrai. En fait, on aurait dû reconvoquer les États généraux au moment même où on les clôturait, mais avec cette fois-ci une vraie représentation du Bruxelles déjà de l'époque. Ce que je trouve fascinant dans les taalbarometers qui se succèdent, c'est qu'ils montrent que l'évolution linguistique, et donc forcément un peu culturelle sous-jacente, est extraordinairement rapide. Puisque les belgo-belges aujourd'hui ne représentent plus qu'entre 25 et 30%,
Mais le dernier Talbaromètre dit des choses tout à fait incroyables. Un, l'anglais est maîtrisé plus ou moins par un Bruxellois sur deux. Comme tu l'as dit, le néerlandais s'est un petit peu ressaisi. Il est maîtrisé par un peu plus d'un Bruxellois sur 5. Mais le français, le français c'est la langue dominante de cette ville francophone. Oui, sauf que un Bruxellois sur 5 ne parle pas le français. C'est-à-dire que Bruxelles est une ville qui devient de moins en moins francophone. Alors c'est lent, mais l'accélération est quand même là. Et puis si vous demandez aux gens, oui mais qui est-ce qui ne parle ni français ni néerlandais, qui sont les deux langues autour desquelles on a organisé Bruxelles? Tu l'as dit, c'est 15%. Alors on se dit, mais c'est pas grave, ceux-là ils parleront bien anglais. Pas vrai, pas vrai. 10% des Bruxellois ne parlent ni français, ni néerlandais, ni anglais, c'est-à-dire les 3 langues qu'on peut considérer comme les plus véhiculaires. Oui, mais là, les amis, pour un vivre ensemble, et même pour un patriotisme assumé, ça pose tout de même un problème. Et on a des raisons de penser que dans 6 ans, le prochain Talbaromètre, ou 5 ans, ben, ces 10% risquent peut-être d'être 15 ou 20%, que le français sera encore maîtrisé par 70% et plus 80%, que l'anglais sera peut-être monté à 60%. Moi, je vous fais le pari qu'en 2050, on parle autant anglais que français à Bruxelles. Mais il y a des gens qui ne parleront ni français, ni néerlandais, ni anglais. Et la question qui est donc posée, c'est comment on organise ce vivre ensemble. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est formidable, on n'a pas de passé, on n'a qu'un avenir, ce qui est le propre des grandes villes. Il faut quand même un tout petit peu organiser cet avenir. Et ça passe par, à mon avis, 2 choses. 1, est-ce que nos institutions reflètent cette situation? Je crois que ça fera l'objet de la question suivante. Et comment est-ce qu'on organise des lieux de sociabilisation qui permettent quand même de créer le plus grand commun dénominateur entre des gens aussi différents? Et tout le monde sait que ça passe d'abord et avant tout par le prisme de l'école. Là, on n'est quand même pas vraiment en train de réussir sur au moins 2 dimensions. D'abord, la question des disparités sociales, des inégalités sociales dans notre enseignement est une question pas résolue et qui a même tendance à s'aggraver. Et la maîtrise des langues, elle ne progresse pas comme elle devrait progresser. Dans l'enseignement francophone, on sort aujourd'hui moins bon bilingue en néerlandais qu'il y a 20 ans. Et si le néerlandais reprend un peu du poil de la bête dans le dernier Talbaromètre, c'est parce que toute une série de francophones sont allés se faire former dans wat u doet voor onze Brusselaars. Mais ça veut quand même bien dire que dans le réseau dominant, qui est le réseau francophone, là on fait moins bien qu'avant. Et donc, à la fois, oui, je célèbre avec tout le monde cette diversité, cette multiculturalité, ce cosmopolitisme, qui me fait dire souvent que Bruxelles, c'est Marseille plus Genève, mais ça ne suffira pas de le proclamer, de s'y montrer attaché. Il faut organiser le vivre ensemble, et ça passe par l'école et les institutions. Il y a un bruit ici qui Mais il ne fonctionne pas. Tout à l'heure, on a fait... Tout à fait, parce qu'il y a peut-être un bruit. Ah, mais il est allumé maintenant. Éteins-le. Désolé, voilà. Bah, il est allumé. Ça va mieux? Bon, ben, voilà, moi je vois que le temps passe, j'ai promis d'essayer de rester dans l'heure et demie, ce ne sera pas facile, il y a tellement de sujets. Sinon j'éteins. Je vais rebondir sur ce qu'elle avait J'éteins ici. L'enseignement. Je crois que si on veut créer ce vivre ensemble, ça passe entre autres par l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui, il repose sur 2 piliers unilingues. Un pilier que vous avez évoqué tous les deux, géré par la Flandre en flamand, et un pilier géré par la Fédération Bruxelles-Wallonie, et donc principalement peut-être par la Wallonie, en français. Voilà, c'est pas ça qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir sur un programme éducatif ou un enseignement régionalisé bruxellois. Oui, je vais répondre. Quelque chose qui est quand même particulier et que tous les parents vivent, c'est qu'on a des rythmes scolaires dans la même ville qui ne sont pas les mêmes. Et avec des impacts bien au-delà simplement de l'école, parce que l'école, elle structure la société sur
les camps scouts, les activités extrascolaires, etc., etc. Et je pense que ça montre bien, en plus, ça a complètement désorganisé l'enseignement en immersion, qui était une des raisons pour lesquelles on s'améliorait dans le TAL baromètre. Je crois que la question de l'enseignement et de qui organise l'enseignement, c'est un des grands enjeux institutionnels, mais derrière ça, d'avenir et de culture et d'identité de Bruxelles. C'est que, si vous prenez les Länder allemands, par exemple, ils organisent l'enseignement. La plupart des États fédérés, le niveau régional organise son enseignement. Ici, à Bruxelles, on a une structure régionale qui n'a même pas le levier de l'enseignement. Après, elle a le levier de la formation et de l'emploi, mais en fait, avec des trous dans la raquette entre les deux un peu partout, on peut aller dans les détails si vous voulez, mais quelque part, il y a un questionnement institutionnel à avoir, je pense, pour les générations à venir, de se dire, mais pourquoi est-ce que Bruxelles, cette ville qui est devenue tellement différente de la Flandre et de la Wallonie aujourd'hui, pourquoi n'est-elle pas en capacité de gérer son enseignement avec des problématiques démographiques? La dynamique démographique bruxelloise est différente du reste de la Belgique, avec des besoins du marché de l'emploi qui sont différents, des publics, on doit apprendre dans un cadre où les enfants maîtrisent beaucoup moins la langue de l'école qu'en Wallonie ou qu'en Flandre. Donc il y a des problématiques très spécifiques et je crois que c'est un des grands enjeux qu'on puisse à l'avenir discuter de qui organise l'enseignement à Bruxelles et donc de la place de la survivance des communautés sur les questions d'enseignement. Je sais que là-dessus, Philippe a aussi des points de vue. Philippe a beaucoup travaillé là-dessus, donc... Mais il m'arrête quand je parle trop. Non, la voix porte de nouveau. Bien, là, nouveau, on n'a pas les chiffres pour les TAL-baromètres, mais de TAL-baromètre en TAL-baromètre, on demandait chaque fois aux Bruxellois qu'est-ce que vous pensez d'un enseignement bilingue, d'école bilingue. Et néerlandophone, francophone, allophone, si on les appelle comme ça, majorité 90% pour dire oui, c'est ça qu'il nous faut. Donc, il y a un soutien pour cette idée. Bon. Alors, première chose qu'il faut avoir en tête. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est la transformation radicale de la fonction des écoles flamandes à Bruxelles. Donc, les chiffres les plus anciens qu'on a remontent au début de la communautarisation, 1979. À cette époque-là, il y avait 4% des enfants, des élèves des écoles primaires néerlandophones qui n'avaient pas le néerlandais à la maison. Pas du tout le néerlandais à la maison, c'était 4%. Aujourd'hui, c'est 74%. 74%. Ce qui veut dire que au début, donc en 1979, avant la naissance de Benjamin et avant qu'il ne soit aux affaires, les écoles flamandes faisaient à Bruxelles ce qu'elles faisaient en Flandre, c'est-à-dire permettre à des enfants néerlandophones d'aller à l'école dans leur langue, avec tous les avantages que ça pouvait constituer et que ça a constitué pour la Flandre. La Flandre ne serait pas devenue une des régions d'Europe encore les plus performantes aujourd'hui, malgré le déclin récent en matière d'enseignement, s'ils avaient continué à faire toutes les écoles en français sans permettre aux enfants d'aller à l'école en néerlandais. C'était la fonction des écoles flamandes à Bruxelles aujourd'hui. Ce n'est plus du tout aujourd'hui. Donc là, le public des écoles néerlandophones et francophones à Bruxelles, c'est pratiquement le même. Pratiquement le même, avec dans chacun des deux cas une majorité d'enfants d'origine étrangère. Et alors, avec des résultats qui sont très contrastés en matière de bilinguisme ou de trilinguisme, donc Alain y a fait allusion tout à l'heure, donc le pourcentage des jeunes entre 18 et 30 ans qui ont été à l'école en néerlandais disent à 80% qu'ils peuvent parler correctement le français et disent à 68% qu'ils peuvent parler correctement l'anglais. Pour l'anglais, c'est quelque peu en déclin dans le dernier TAL-baromètre. Pour le français, il y a une amélioration pour l'anglais, et donc on est passé, je crois, en 2000, on était à 38%, maintenant on est dans les 40%, mais pour le néerlandais, il y a un déclin phénoménal. C'était 20% des jeunes sortant de l'école francophone disaient qu'ils pouvaient parler correctement le néerlandais. Maintenant, on est à 6,5%. Et vraiment, de TAL-baromètre en TAL-baromètre, on le voyait diminuer, y compris donc en dépit du passage de l'immersion dans un certain nombre d'écoles. Et donc, la question, c'est de savoir
que faire? Et franchement, c'est pas simple. C'est pas simple. Pourquoi? On pourrait dire, ben, on va régionaliser l'enseignement, et puis les écoles bilingues, etc. Les écoles flamandes de Bruxelles ont déjà la plus grande difficulté à recruter suffisamment d'enseignants. Pour une raison très simple. 90%, ça coûte cher d'habiter à Bruxelles par rapport à habiter plus loin. Et 90% des enseignants des écoles flamandes habitent en Flandre. Bon, si vous habitez, au début vous êtes plein d'enthousiasme, après avoir fait vos études, vous êtes prof à Bruxelles, et puis vous avez une famille, vous allez habiter du côté de Ninove ou du côté d'Ilbeek, voire même plus loin, et puis on vous présente un boulot pas loin de chez vous, vous le prenez. Et donc, il y a une grande difficulté pour conserver des enseignants expérimentés dans les écoles flamandes. On a pensé devoir fermer des classes faute d'enseignants il y a quelques semaines. Une école est passée à 4 jours par semaine pour permettre d'avoir suffisamment d'enseignants. Alors, vous pensez bien que pour trouver suffisamment d'enseignants néerlandophones dans les écoles en immersion, d'abord, les enseignants francophones, les écoles francophones sont payés moins, entre 5 et 10% moins que dans les écoles flamandes. En plus, il y a ce problème de désynchronisation des calendriers scolaires, donc ça botte complètement les possibilités d'enseignement en immersion. Il y a une grande difficulté à recruter des maîtres de langue. Cette difficulté devra encore plus grande lorsque la Wallonie introduira l'obligation du néerlandais à partir de la 3e primaire, à partir de 2027. Et donc, déjà maintenant, on ne parvient pas à trouver suffisamment de maîtres de langue. Donc, il ne faut pas dire c'est les politiques qui ne font pas ce qu'il faut, etc. Mais il y a vraiment un problème très sérieux. Et donc, moi, je suis comme Alain et d'autres. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment que Bruxelles puisse prendre en main son enseignement, parce qu'il n'y a pas de grande cohérence à ce que l'enseignement soit dans les mains de 2 gouvernements, et puis l'emploi, la formation professionnelle dans les mains d'un autre, etc. Mais seulement, dans l'immédiat, on se rend bien compte qu'il faudra encore, dans l'avenir immédiat, continuer à fonctionner avec des écoles flamandes à Bruxelles, qui fonctionnent un peu à la manière des écoles européennes sur le territoire bruxellois, c'est-à-dire avec leurs propres enseignants, leurs propres inspections, leurs propres référentiels, etc. Et puis, ils recrutent d'une manière qui est en principe ouverte à tout le monde, mais il y a constamment, on l'a encore entendu un témoignage l'autre jour, avec un manque de place sérieux. Et donc, quand on a rencontré avec le Conseil bruxellois pour le multilinguisme les différents groupes linguistiques, les différents groupes du Parlement bruxellois, on nous a répondu, oui, on voudrait bien passer de 20 à 30% des élèves qui viennent dans les écoles flamandes. Il faudrait y mettre plus d'argent, mais ce n'est pas l'argent le problème, c'est les enseignants. Et donc je crois que penser à l'avenir de l'enseignement à Bruxelles, c'est d'abord s'interroger sur l'attractivité des postes d'enseignants à Bruxelles, sachant qu'il y aura toujours une différence importante dans le coût du logement à Bruxelles par rapport au coût du logement en Flandre et encore plus en Wallonie. Bien, pour toi, ce qu'on vient de dire, on a beaucoup parlé, et on te remercie. Tu es en charge de ces affaires bruxelloises, donc tu as l'envie. Est-ce que tu crois que la régionalisation ou un enseignement uniquement belge ou bruxellois, c'est quelque chose de pensable ou d'envisageable pour la France? Je pense que que ce n'est pas une solution pour le problème qui a été signalé ici. Donc, si 15% des Bruxellois aujourd'hui ne parlent ni le français ni le néerlandais, je pense que la priorité pour les politiques dans cette ville doit être renforcer l'apprentissage et la connaissance du français et du néerlandais. Et la question qui se pose, c'est la question de savoir quelle est la méthode la plus appropriée pour le faire. Et là, je conteste l'idée que régionaliser l'éducation serait une meilleure solution pour ce faire. Et l'exemple de l'éducation néerlandophone à Bruxelles est un bon exemple. Pour l'instant, il y a à peu près 20% des élèves bruxellois qui vont aux écoles néerlandophones, même si seulement une petite minorité de ces élèves est néerlandophone de souche. J'ai habité pendant 10 ans à Molenbeek. Je peux vous dire que dans la plupart des écoles molenbeekoises néerlandophones, il n'y a même
pas une personne qui est issue d'une famille unilingue flamande ou néerlandophone. Et quand même, les résultats à la fin sont assez extraordinaires. 96% de ces élèves à 18 ans qui disent parler le néerlandais. Même si à la maison, par exemple à Molenbeek, ils parlent l'arabe ou le berbère, de la rue, ils connaissent le français, un peu de français, le néerlandais, ils le connaissent de l'école, mais ils l'apprennent à l'école, 96%. 81% en effet parlent le français à la fin. Donc ça démontre que c'est possible. Est-ce que ça sera mieux quand tout sera organisé sur le niveau bruxellois? Je ne le pense pas. D'abord parce que je pense qu'une éducation en 2 langues, ce n'est pas forcément facile pour des profils qui ne sont pas de très haut niveau. Pour des gens de parents intellectuels, disons ça comme ça, c'est peut-être intéressant de pouvoir utiliser le français, le néerlandais, l'anglais dans les écoles. Pour d'autres, ce n'est pas évident. Ce n'est pas déjà évident de passer à une école francophone ou néerlandophone. Autre élément, c'est l'idée de la corrélation entre l'identité et l'autorité publique. Je ne suis pas d'accord que cette identité bruxelloise qui existe doit nécessairement être accompagnée d'une autorité publique seulement au niveau bruxellois. Au contraire, je pense que c'est un atout d'avoir plusieurs autorités publiques qui s'investissent à Bruxelles. Par exemple, notre gouvernement flamand, flamand, mais aussi bruxellois, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, mais le gouvernement flamand investit 1,3 milliard chaque année à Bruxelles pour des écoles, des crèches, la culture, etc. C'est certainement quelque chose qui est très favorable pour les Bruxellois. Si on a des identités multiples à Bruxelles, pourquoi est-ce qu'il faut une autorité publique? Il y a aussi un élément politique, je veux dire en termes de parti politique. S'il y a une dominance d'un parti politique à la région, c'est peut-être problématique pour la gestion. Vous avez parlé de la mauvaise gestion de Bruxelles. Est-ce que ça veut dire la mauvaise gestion par les communautés, ou est-ce que c'est surtout la région et les communes qui sont mal gérées? Moi, je pense que ce qu'on fait avec le gouvernement flamand à Bruxelles pour les écoles, pour les crèches, pour la culture, c'est plutôt de bonne qualité. On peut dire qu'il y a des choses qui peuvent être meilleures, on peut améliorer les politiques, je suis d'accord. Mais les grands défis de Bruxelles, sécurité, sûreté, propreté, emploi, logement, ce sont des dossiers, des matières gérées par les régions de Bruxelles-Capitale, et ce n'est pas très, très bien géré. En plus, où elle a toute une autre réalité. Et pour l'instant, la ministre de l'Éducation, c'est une bruxelloise. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus d'investissement dans les écoles francophones de Bruxelles? Est-ce qu'il y a une raison? Je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, l'enseignement francophone de Bruxelles est géré par une communauté française qui sous-investit à Bruxelles par rapport à la Wallonie. Et où on voit bien que toute une série de décisions sont prises clairement en défaveur de Bruxelles, parce que nous sommes une double minorité. Nous sommes une minorité parmi la Flandre, et je pense que tu le sais bien en tant que bruxellois, politique bruxellois flamand en Flandre, c'est une petite minorité qui a du mal parfois à se faire entendre, mais c'est pareil du côté francophone. Et je crois, ce que dit le Taalbaromètre, c'est que nous allons vers une ville qui est de moins en moins et flamande et francophone. Et donc, et où, par exemple, aujourd'hui, 1/3 des citoyens ne votent pas. 1/3 des adultes bruxellois n'ont pas le droit de vote. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis ce gouvernement nous représente mal, mais déjà il est mal élu. Et donc, moins on va lui donner de responsabilité et de légitimité, moins il sera en capacité de nous représenter. Et moi je crois, si on dit Bruxelles doit piloter son enseignement, ça ne veut pas dire qu'on va avoir nécessairement un seul réseau. Tu peux avoir un pouvoir organisateur, comme c'est le cas à la ville de Bruxelles depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est un pouvoir organisateur bilingue. Et il faut garder ça. Et je crois qu'il faut garder effectivement beaucoup de bonnes choses qui sont faites dans l'enseignement néerlandophone de Bruxelles. Ce qu'il faut
surtout, c'est pouvoir reprendre en main l'enseignement francophone de Bruxelles. Et pour ça, aujourd'hui, les Bruxellois n'ont absolument pas leur destin en main. Et donc, moi, je crois qu'au contraire, il faut aller vers plus de légitimité, vers plus de simplification, parce que sinon, il y a trop facilement moyen de se cacher derrière la lasagne institutionnelle, en disant oui, mais non, mais c'est les communautés, c'est pas moi, c'est fédéral. Non, à un moment donné, il faut que sur ce territoire, on puisse décider, d'autant plus que nous allons quand même vers une évolution démographique qui fait que ce poids de la Flandre ou de la Wallonie à Bruxelles est appelé à encore diminuer dans le futur. Ce petit puis Alain. Toute une autre réalité. Et pour l'instant, la ministre de l'Éducation, c'est une bruxelloise. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus d'investissement dans les écoles francophones de Bruxelles? Est-ce qu'il y a une raison? Je ne comprends pas. Oui, je vais sauter de manière abrupte à une conclusion. Si aujourd'hui on devait régionaliser l'enseignement et la confier à la région bruxelloise telle que nous la connaissons et telle qu'elle fonctionne, ce serait une belle catastrophe. Ce serait une belle catastrophe parce qu'elle est très mal gérée, les niveaux de pouvoir ne sont pas bien organisés, et donc c'est évidemment pas ce qu'il faut faire à court et certainement pas à très court terme. Maintenant, en parlant vrai aussi, en matière d'enseignement, il y a deux réseaux, le réseau néerlandophone, le réseau francophone. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Celui qui pose problème, c'est le réseau francophone. C'est pas le réseau néerlandophone tout de même. Alors on va être de bon compte. Et celui qui vous dit c'est président de pouvoir organisateur d'un collège francophone. Et donc je suis bien placé pour savoir que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas, malgré le fait que la ministre soit originaire de Bruxelles, il n'y a pas de politique spécifiquement dédiée à Bruxelles pour venir en aide aux écoles francophones qui sont confrontées à cette incroyable hyper-diversité qu'on ne retrouve pas, non seulement en termes quantitatifs, mais en termes de concentration en Wallonie, même dans les grandes villes wallonnes. Et donc, cette politique spécifiquement bruxelloise, elle n'existe pas. Si elle existait et qu'elle fonctionnait parfaitement, on ne serait peut-être pas quelques-uns à dire que la régionalisation pourrait avoir un intérêt. Ça, c'est la partie francophone. La partie néerlandophone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle surscolarise par rapport à la population qu'elle représente. En nogmaals, Benjamin, bedankt. Bedankt dat jullie hiervoor betalen. Moi, je remercie la Flandre d'investir autant. Il n'y a pas de nous, les gueux, on est tous des mais je remercie la Flandre de scolariser, par exemple, mes deux petites filles. Parce qu'elles sont dans l'enseignement néerlandophone et elles font vraisemblablement toute leur primaire et tout partie de leur enseignement secondaire. Parce que là, ça fonctionne mieux pour toute une série de raisons dont les Flamands ne sont qu'en partie responsables. Ce n'est pas que les Flamands feraient tout toujours mieux et sont plus intelligents que les autres, mais la logique du système tel qu'il prévaut aujourd'hui fait que cet enseignement fonctionne mieux. Mais ce qu'il faut faire pour 80% des élèves, c'est faire en sorte que l'enseignement francophone fonctionne mieux. Alors si, à la prochaine législature, et moi j'y œuvrerai si je suis élu, c'est d'aller dire à nos amis wallons, on ne peut pas continuer à avoir un système, comme on ne dit pas en français ni en néerlandais, de one size fits all, parce que la situation est objectivement différente à Bruxelles qu'en Wallonie. Mais il y a cette propension chez les francophones à l'universalisme. C'est-à-dire que ce qui est bon pour l'un doit être bon pour l'autre. C'est très français, ça. Et on est pénétré de ça. Eh bien non, ça, une personne à Arlon, c'est pas une personne à Molenbeek. C'est pas les mêmes personnes, même si elles étudient en français. Si on ne va pas dans la direction de quelque chose qui est plus spécifique, alors il y aura des voix toujours plus nombreuses pour dire confions à la région bruxelloise réformer, mieux gérer, le soin, comme les Néerlandais, de gérer son enseignement. Car, et j'en termine là, vous ne pouvez pas demander à une région, quelle qu'elle soit, en Belgique et ailleurs, d'être comptable de son taux d'emploi si vous ne lui donnez pas la maîtrise de son enseignement. La Bavière, elle contrôle ces écoles.
Et ce n'est pas tout à fait des écoles organisées de la même manière qu'en Basse-Saxe ou dans différents. Eh bien, ces gens sont comptables de leur taux d'emploi. Et nous, on nous demande de l'être sans contrôler un tant soit peu l'enseignement. C'est une situation qui est, me semble-t-il, anormale et qui doit changer. Bon, c'est extraordinaire parce que... C'est du verbe. Est-ce que c'est vraiment logique que le bois de la Cambre soit, et il y a plein d'autres cas que le bois de la Cambre, soit géré par une commune alors qu'il impacte la vie de quasiment tous les Bruxellois, ou en tout cas de 5-6 communes avoisinantes? Je ne sais pas si, Benjamin, toi tu... Après, on peut parler des communes, des fusions, tout ce que tu veux, mais je crois qu'on est parti et qu'il nous reste 15 minutes, donc allez-y. Du côté des partis néerlandophones, il y a une sorte de... l'idée que fusionner, tout, ça va aider. Avec le CDLV, on a une position plus nuancée, et je pense qu'il est très proche de la position des engagés, de dire qu'il faut quand même maintenir les communes, mais il y a des éléments de leur politique qui sont pertinents, qui sont relevants pour toute la région. Des questions de mobilité, ce sont des bons exemples. S'il y a la discussion, par exemple, sur le boulevard Lambermont à Schaerbeek, avec une décision régionale qui est ensuite attaquée par la commune de Schaerbeek. C'est un exemple. Mais tous les jours, il y a des exemples là. Donc, on plaide pour régionaliser des compétences des communes bruxelloises qui relèvent d'un intérêt supra-communal, on pourrait dire. Donc ça, c'est un élément important. Puis, il faut aussi, je pense, rationaliser les institutions. Il y a la question des zones de police. Je sais, ce n'est pas une position communautaire, c'est une position d'efficacité. Toutes les grandes villes du monde, ils ont une zone de police avec un corps de police. À New York City, pour 10 millions d'habitants, ils ont ça. Pourquoi pas à Bruxelles? Et évidemment, avec toutes ces commissions communautaires, c'est beaucoup. Et donc, je pense intégrer par exemple la COCOM dans la région, c'est une bonne idée. Je sais du côté francophone que beaucoup de personnes disent pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une COCOF. Mais évidemment, la COCOF a été faite pour donner la possibilité aux Bruxellois francophones de Bruxelles d'avoir une politique appropriée pour les Bruxellois. Vous avez parlé de ça pour l'éducation en fait. Mais la VGC, pour moi, c'est un élément essentiel. Si on fait aujourd'hui... À qui on doit accuser. Hein, donc, si on dit, ah oui, mais alors, le gouvernement bruxellois dit, ah oui, c'est pas nous, c'est la communauté française, ou la communauté française dit, ah oui, mais ça, c'est etc. Et ça vaut aussi pour la Wallonie. Hein, la Flandre, Laurence y a fait allusion tout à l'heure, la Flandre a fusionné la communauté et la région. Bravo, hein, ça permet d'avoir l'ensemble des compétences décentralisées sur le territoire flamand dans les mêmes mains, du même gouvernement. C'est un grand avantage. Je comprends la Wallonie, la frustration de la Wallonie, qui a ces deux gouvernements qui n'ont pas nécessairement la majorité. Donc, c'est la troisième raison, l'accountability. Et la quatrième raison, c'est le renforcement de l'identité. On a besoin d'une identité territoriale forte, et bien sûr, plus simple et l'organisation, mieux c'est. Ça, c'est pour la question de l'organisation fédérale. Pour la question de la fusion des communes, moi, je crois que là, la vision, ça doit être là de faire la même chose que Paris, la même chose que Berlin, la même chose que Vienne, c'est-à-dire la fusion de la région et d'une commune unifiée. Hein, le Regierende Bürgermeister de Berlin ou de Vienne, hein, donc il est à la fois celui qui dirige la région, enfin, qui est à la tête de la région, du Land, hein, et à la tête de la commune, de la municipalité. Alors bien sûr, ça doit s'accompagner, comme ce qu'on a fait en Anvers dans les années 80, par la création de districts, hein, comme il y avait peu de cirques, les Gemeinden, les cirques à Berlin ou à Vienne, donc on doit garder, il y a des mesures qui doivent décentraliser. Mais, et donc je termine là-dessus, hein, le grand problème, donc à court terme, c'est de dire, bon, on va transférer davantage de compétences au niveau de la région, hein, plutôt qu'à partir des communes. On aggrave alors ce qui est un très sérieux déficit démocratique. Hein. Laurent y a fait allusion tout à l'heure. Hein, il y a maintenant 38,6% des adultes bruxellois qui n'ont pas le droit de vote aux élections régionales. Donc plus on transfère des compétences des communes vers la région, plus on prive les 450 000 Bruxellois qui n'ont pas la nationalité belge du droit d'avoir un mot à dire dans la gestion de différentes matières. Alors, hein, d'autre part, hein, donc pour
fusionner la région et la commune, on a besoin d'une décision au niveau fédéral, hein, donc qui serait pas du tout facile à obtenir. Et puis il y aurait la question de savoir quel est le système électoral qui va s'y appliquer. Hein, donc une très forte protection de la minorité dite néerlandophone si c'est la région, c'est le système électoral de la région, ou bien la simple proportionnalité si c'est le régime de la commune. Et donc, hein, je crois que là aussi, un choix qui n'est pas facile à faire. Hein, donc, c'est évident qu'il faut une série de transferts au niveau de l'ensemble. Mais est-ce que ça doit se faire, hein, ça peut se faire à la rigueur. Donc, le Parlement bruxellois peut décider seul de fusionner toutes les communes. On n'a pas besoin d'accord fédéral pour faire ça. Hein, donc, ça fait partie de l'autonomie constitutive de la région bruxelloise. Ça peut modifier les limites des communes et donc en particulier les fusionner toutes. Hein, bon. Mais et on pourrait faire ça, on peut imaginer ça. Et puis, on pourrait imaginer de dire, bon, à ce moment-là, on transfère toute une série de compétences de la région vers la commune unifiée, où là-bas, tout le monde a le droit de vote. Hein, bon. Mais donc, il faut avoir ça en tête. Hein, c'est que la région, on se rend compte qu'on a besoin de prendre beaucoup plus de décisions tous ensemble au niveau bruxellois, mais il n'y a que 60% des adultes bruxellois qui ont le droit de vote. Hein. Mais si on agrandit la commune, bon, on a un autre type de problème. Donc voilà, hein, je trouve que c'est important de garder ça en tête. J'ai pas l'impression qu'on pourrait faire ça en une fois. De transférer petit à petit toute une série de choses qui sont globales au niveau de la région, les gens des communes pourront l'accepter en disant oui c'est mieux, ça on peut décider, mais de supprimer comme ça, tout à coup fusionner d'un coup toutes les communes, moi je ne vois pas d'accord possible là-dessus. On l'a fait à Anvers. À Bruxelles, ça va être... On l'a fait à Paris, on l'a fait à Berlin, on l'a fait à Vienne. L'histoire du droit de vote des Européens principalement, hein, qui ne peuvent pas voter à la région, c'est en effet quelque chose qui aujourd'hui me semble en effet une anomalie. Mais Alain, je sais que tu as travaillé sur les communes aussi. Oui, la question, Philippe a dit beaucoup de choses et Laurence a évoqué la difficulté politique et peut-être même en partie l'acceptation par les gens de la chose. Donc tant que vous modifiez les frontières communales, que vous fusionnez les communes, que vous les défusionnez aussi, notamment l'Hydre à 9 têtes représente la ville de Bruxelles, vous pouvez faire ça entre Bruxellois. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est fusionner la commune avec la région sans une révision de la Constitution. Et attention, vous ne pouvez pas vider les communes en termes de compétences à un point tel que vous violeriez aussi la Constitution parce que, au fond, vous leur enlèveriez ce qui constitue la base du pouvoir communal en Belgique. Attention, on ne peut pas aller trop loin non plus dans cette direction-là. Mais à l'inverse, on pourrait dire qu'une fois la super commune réalisée, éventuellement, non pas avec 19 ou 23, mais 36 districts, vous savez, Scarbeck, c'est grand, hein. Ça mériterait aussi d'avoir 3 ou 4 entités, comme la ville de Bruxelles, qui en aurait 5 ou 6. Vous arriveriez à 35 ou 40 districts, en dessous d'une sorte de super commune, et ça, avec évidemment toutes les infrastructures supracommunales, on les connaît, Bois de la Cambre, Port de Bruxelles, etc., qui, d'ailleurs, celles-là mériteraient d'être carrément régionalisées, mais qui au moins se retrouveraient au niveau de cette super commune. Vous pourriez avoir un jeu de va-et-vient à déterminer, mais dans lequel les Bruxellois devraient donner l'impulsion eux-mêmes dans un premier temps. Parce que ce qui est compliqué avec Bruxelles, c'est d'être toujours dans cette position de quémandeur vis-à-vis des autres. Hein, demander toujours plus d'argent, mais ne pas montrer qu'on est capable de bien le gérer, ce qui nous met à la table de négociation dans une position qui se dit on doit chaque fois prendre les Bruxellois francophones avec nous dans la négociation pour obtenir telle ou telle chose pour eux, alors que nous-mêmes, on a quand même de très gros problèmes. Donc, c'est une question pour laquelle il n'y a pas de solution unique. Il y en a plusieurs et elles peuvent bouger au fil du temps. Mais ce qui ne va plus, c'est d'accepter le statu quo et de se dire qu'on va continuer comme ça encore longtemps. Je termine avec une anecdote pour vous dire à quel point moi je suis déterminé à faire avancer la réflexion et puis on verra si ça débouche sur quelque chose. Au moment où je m'engage électoralement,
Les engagés me demandent de donner ma carte d'identité pour m'enregistrer sur les listes, hein, pour pouvoir être représenté sur les listes. Je fais ça. Et quelques jours plus tard, la chef de campagne des engagés m'appelle affolée. Elle me dit « Alain, tu ne peux pas te présenter ». Je dis « Mais quel est le problème ? Ta carte d'identité est en néerlandais. » Et elle l'est. Parce que moi, depuis 15 ans, je fais un petit peu de résistance silencieuse intérieure. C'est-à-dire que ce système m'emmerde, et donc j'ai pris une carte d'identité en néerlandais, ce qu'on a le droit de faire. Moi aussi. Eh bien, voilà, très bien. Eh bien là, je dois bien dire que, toute honte due, j'ai dû changer, payer le tarif d'urgence pour obtenir ma carte d'identité en 4 jours. Mais au-delà de l'anecdote et du sourire que j'ai, c'est de l'apartheid organisé, et un pays qui fonctionne comme ça est un pays qui n'est pas en train de préparer réellement son avenir. Il y a Jean Grosjean qui était impatient de faire la synthèse, parce que j'avais promis qu'on ferait ça assez vite, mais je crois que tu veux. Oui, je voulais revenir sur la question institutionnelle parce que je pense qu'elle est importante, mais elle reste secondaire. Ce n'est jamais que de la tuyauterie, et je crois que le grand enjeu, c'est quel projet on veut pour Bruxelles. On est une ville, donc c'est-à-dire un territoire relativement restreint dans lequel on peut définir un projet à 20 ans. Et je crois que c'est ça qui manque à Bruxelles, d'un point de vue architectural, d'un point de vue organisation de ville. Je parlais du bois de la Campe. C'est quoi la place du bois de la Campe dans Bruxelles? Ça doit être dans un plan de ville. On est la capitale de l'Europe. C'est quoi la place de l'Europe dans Bruxelles? Où est-ce qu'on veut la rendre visible? Comment on la rend proche? Comment est-ce qu'on va gérer l'accès de Bruxelles dans un monde zéro carbone? J'espère, au regard du Midi, rénové par rapport au cloaque que c'est aujourd'hui. Quels vont être les flux vers le quartier européen, etc., etc. Et tout ça, ça peut marcher. Si vous regardez, si vous allez vous balader du côté du canal, du côté de Tour et Taxi, il y a eu un plan. Il y a eu un plan qui a été fait avec la région, avec le fédéral, et ça marche. La transformation du quartier du canal, c'est formidable. Et je crois que c'est aussi des exemples, parce qu'on aime souvent dire en tant que bruxellois tout ce qui ne marche pas, mais il y a des choses qui marchent bien. Et on peut, je pense, sur base d'un plan ambitieux, qu'on peut faire avec les institutions européennes, parce qu'on est leur capitale, avec l'État fédéral, parce que oui, même dans une Belgique à 4 régions, Bruxelles restera vraisemblablement la capitale de cet État fédéral. Et au niveau de Bruxelles en tant que région, c'est quoi notre plan à 15-20 ans pour éviter aussi qu'on en arrive dans des situations comme le métro, où en fait on fait des projets d'investissement mal planifiés, mal dimensionnés, sous-financés, et où on se retrouve au milieu à devoir se dire qu'on va vraisemblablement retirer la prise et se retrouver avec une station de métro qui fera 5 stations, pardon, avec une ligne de métro qui fera 5 stations. Ça n'a pas de sens, mais c'est parce qu'on n'a pas de plan. Et je crois que si on avait un plan à 20 ans, et bien derrière, l'intendance institutionnelle, elle découle de ça. Et du coup, bah oui, si la mise en œuvre de ce plan implique qu'on simplifie les structures, etc., je crois que c'est beaucoup plus facile, du coup, aussi en termes de légitimité, que de directement, parce que je crois que très vite on parle des questions de plomberie, mais c'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on maximise le bien-être dans ce petit territoire. 160 km², c'est pas beaucoup, et avec une diversité de population qui est juste phénoménale. Je disais, on est le deuxième pays, la deuxième entité la plus diversifiée au monde. Moi, j'ai envie de dire, on est la première entité démocratique avec le plus de diversité au monde. Et donc, on doit avoir un plan pour gérer et faire rayonner ça. Bon, on aurait pu encore parler très longtemps, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, mais je sais. Pas du tout. On doit être bruxellois. Et pour moi, le modèle bruxellois, c'est le chaos. Voilà, ça c'est Bruxelles. Donc pourquoi essayer de ressembler aux autres? Non, moi je trouve qu'il faut rester chaotique. Et ça, quand j'écoute tout le monde, c'est assez rassurant. On est mal aimé, donc ça c'est fantastique. On est les Ineke, fantastique. Oui. On est multiples. Les francophones sont désunis. Oui. On est des citoyens de seconde zone, fantastique. On paye autant de taxes que les autres, mais avec moins de services, fantastique. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Oui, il n'y a que 23% de belgo-belges à Bruxelles, fantastique.
Oui, donc bon. Donc c'est quand même, Bruxelles, c'est un modèle assez particulier. Alain Denève disait que Bruxelles, c'est Marseille plus Genève. Je ne sais pas à quoi tu faisais allusion, mais on en parlera tout à l'heure. Tout est, l'enseignement va à volo, surtout du côté francophone, évidemment. Un petit détail, je suis curieux que le seul chiffre que vous ne donnez pas sur les langues, la première langue administrative à Bruxelles, c'est quand même le français. Quand même, en grande majorité, les citoyens bruxellois choisissent le français comme pour l'administration. Donc, bien sûr. Oui, mais c'est un petit détail qu'on oublie parfois. Ils ont deux choix. Hein. Oui, oui. Donc voilà, donc il y a un chaos qui est quand même indescriptible, et pourtant, tout ce qui manque à Bruxelles, c'est la fierté. Alors il y a un très grand événement, je trouve, qui va se passer à Bruxelles d'ici la fin de l'année, c'est la réouverture de l'hôtel Astoria. Alors l'hôtel Astoria, c'est évidemment une légende de l'hôtellerie bruxelloise, comme l'hôtel Métropole, comme l'Amigo, le Plaza, etc. Et le nouveau directeur est hollandais. Il connaît bien Bruxelles. Ouais, non, mais il faut. Non, c'est un groupe international, c'est un groupe maltais qui lance l'Astoria, le nouveau Astoria. Donc voilà, ça c'est Bruxelles, qui est rénové par un très grand architecte qui est Francis Metzger. Et il a dit, mais les Bruxellois ne sont pas assez fiers de Bruxelles. Et moi, je vais vous donner quelques motifs de fierté. Parce que tu disais, oui, c'est vraiment l'enfer d'habiter à Bruxelles. Mais, sauf qu'on est à Bruxelles. Et à Bruxelles, qu'est-ce qu'on a? On a la plus belle place du monde. Ça, c'est déjà pas mal. Je sais, vous va me traiter de subjectivité, mais on a aussi les plus belles galeries du monde. On a également, je tiens à le rappeler, que la première maison Art Nouveau de l'histoire, c'est 6 rue Paul-Émile Janson. Donc, malheureusement, ce n'est pas ouvert au public. Donc, ça, c'est l'hôtel Tassel. On a aussi la plus belle demeure Art Nouveau du monde. Avenue Tervuren, Palais Stoclet, Voluée Saint-Pierre. Malheureusement, pas accessible au public non plus. Enfin, ça pourrait changer. Et alors, rappelons que Bruxelles a été la capitale du monde. Sous Charles Quint, Bruxelles était la capitale du monde. Donc, soyons un peu plus fiers. Et maintenant, je vais un peu faire, pas un quiz, mais poser une question. D'après le British Film Institute, le plus grand film de l'histoire du cinéma est belge, Chantal Akerman. Est-ce que quelqu'un peut me citer le titre de ce film qui est le plus grand film de l'histoire du cinéma? Jeanne Dielman. Bravo, bravo. Aucun mérite. Ouais. Oui, mais bravo. Donc c'est Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, donc c'est Molenbeek, hein, c'est Molenbeek. Donc ça, c'est pas les Belges qui ont décidé que, parce que nous, on n'est pas fiers, c'est les Britons, les Britanniques, qui ont décidé que c'était pas Citizen Kane le plus grand film. Ils sont fiers d'être bruxellois et vive le chaos. Bon, moi je vais faire une conclusion en 2 minutes. Je vais juste vous rappeler que je crois que j'ai fait le bon choix en m'engageant auprès de ce mouvement participatif qui est les engagés. Je ne sais pas si ailleurs j'aurais pu réunir un panel et essayer de briser les tabous, de pousser des portes. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on va travailler là-dessus, on va avoir des réflexions, on va essayer de faire ça avec les partenaires qu'on aura, avec les citoyens, et puis on fera des propositions qu'on aura envie de défendre, et on verra si vous le suivez ou si vous ne le suivez pas. Je vous remercie, et on est là au bar pour répondre à vos questions. Toute petite dernière chose, j'aimerais qu'il y ait plusieurs candidats, que ce soit à l'européenne, au fédéral ou à la région, des engagés qui sont ici dans la salle. Si vous pouvez juste se lever pour qu'on les voit, comme ça ils peuvent discuter avec vous tout à l'heure. On peut faire une photo. On fait une photo ensemble avec les candidats. On fait le rôle pour la suite. Non, je vous laisse entre les candidats.